passons d'un médecin historien à un médecin musicien. Le docteur Élie Lepez, né à Montpellier, est médecin radiologue. Lauréat de la Société française de radiologie, il a été à l'origine d'un groupe d'imagerie médicale de 30 praticiens libéraux. Ancien président de l'Union professionnelle des médecins spécialistes du Languedoc-Roussillon et vice-président national de la Fédération des médecins radiologues. Il s'est toujours beaucoup intéressé à la musique classique et à l'opéra, et a été longtemps président du conseil d'administration de l'Opéra Orchestre National de Montpellier. Il préside toujours l'association Folie Lyrique qui organise tous les ans le festival des Folies donc, de Montpellier. Membre depuis 2013 de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier, il est aussi administrateur d'organismes culturels comme l'École nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier et l'établissement public Hérault. Il nous présente aujourd'hui une conférence consacrée à l'exotisme dans la musique française et illustrée de nombreux extraits musicaux. On dit souvent qu'un voyage réussi est celui qui vous marque à jamais d'une empreinte indélébile. Empreinte visuelle, en rapport avec les paysages traversés, avec les monuments visités, empreinte qui peut être purement intellectuelle, liée par exemple aux rencontres qu'on a effectuées, aux réflexions qu'a suscité le voyage, mais empreinte qui peut être aussi sonore et corrélée aux musiques que ce voyage nous aura permis d'entendre et d'écouter, musiques qui peuvent nous être proches ou musiques qui au contraire nous déconcertent par leur étrangeté. Il est cependant des voyages tout aussi réussis qui ne relèvent que de l'imaginaire, des voyages immobiles qui mêlent comme dans un rêve les images et les sons et qui nous donnent à leur terme l'impression d'avoir été littéralement transportés et d'avoir accompli un périple lointain dans des lieux jusque-là inconnus. C'est un de ces voyages intérieurs qui inspire les compositeurs de musique en quête d'un ailleurs différent, à l'image des poètes, d'un Victor Hugo rêvant à sa fenêtre d'un Orient lointain, d'un Baudelaire invitant à voyager vers des lieux où tout est ordre et beauté, luxe, calme et volupté, ou d'un Mallarmé entendant l'appel du large et sentant déjà sur son front la caresse d'une brise marine. Et c'est dans leur musique que les compositeurs, demeurés immobiles, vont chercher à exprimer ce là-bas, ce dépaysement auquel aspirent poètes et écrivains dans leurs textes et dans leurs vers, dont ces musiciens feront les livrets de leurs opéras ou les poèmes qu'ils mettront en musique. Mais il existe aussi de véritables compositeurs voyageurs qui ne se contentent pas d'aspirer en songe à un ailleurs imaginaire, qui ne se satisfont pas d'un voyage immobile ou de la seule mise en musique du rêve exotique de notre futile écrivain ou poète. Ces compositeurs vont fuir leur quotidien et comme d'autres vont voir ailleurs si l'herbe est plus verte, ils partent en quête d'expressions musicales différentes, de rythmes nouveaux et de sonorités inconnues pour les retranscrire dans leur création. L'exotisme, qu'il relève de l'imaginaire comme dans le premier cas ou comme dans le second d'un voyage bien réel, l'exotisme se définit comme le goût de ce qui est étranger et différent. Cette pulsion, récurrente dans l'histoire des civilisations, constitue depuis la nuit des temps un moteur essentiel de l'humanité. Il serait presque impossible et à coup sûr fastidieux de dresser le catalogue des œuvres musicales composées en Occident autour du thème du voyage ou d'un ailleurs plus ou moins lointain. On peut toutefois, en se limitant à la France, tenter d'évoquer aujourd'hui quelques-unes de ces œuvres parmi les plus caractéristiques écrites à diverses périodes de notre histoire. Nous ne traiterons pas, sinon pour l'évoquer, de cette première forme d'exotisme musical qu'on pourrait qualifier d'exotisme de proximité et qui tient à la découverte par les populations citadines dont sont le plus souvent issus les compositeurs de musique classique, des musiques populaires procédant de traditions régionales, considérées comme différentes, comme pittoresques, et dont on a régulièrement cherché à reproduire les sonorités pastorales dans les compositions musicales classiques, comme c'est par exemple le cas du Rance des Vaches, qu'avait déjà introduit Rossini dans l'ouverture de son Guillaume Tell, et qu'Hector Berlioz place dans la scène au chant du troisième mouvement de sa symphonie fantastique. En voici un très court extrait, le duo de deux bergers, avec le dialogue d'un corps pastoral, d'un corps anglais et d'un hautbois. C'est l'orchestre de Concertgebouw d'Amsterdam sous la direction de Sir Colin Davis.
Par la suite, au XXe siècle, les ethnomusicologues s'empareront de ces musiques populaires pour les étudier de manière scientifique et pouvoir ainsi les conserver. Mais c'est de notre exotisme musical, celui-là bien plus éloigné et plus dépaysant, dont il sera question ici, et c'est l'Orient. L'Orient lointain et mystérieux qui en occupera la place principale. La relation conflictuelle entre Occident chrétien et Orient musulman débuta lors des croisades. Et par la suite, la prise de Constantinople en 1453 marqua non seulement la pénétration des Turcs en Occident avec ses représentants d'une puissance militaire inquiétante, mais surtout l'incarnation d'une altérité dont la culture et les mœurs seront la source d'une véritable fascination. Une mode orientaliste va s'installer qui s'accroît encore avec l'alliance franco-ottomane de 1536. Cette mode explique l'apparition des turqueries, autrement dit du thème turc, dans la peinture, l'artisanat, la littérature et bien sûr dans la musique. Il est dit que c'est pour venger Louis XIV, humilié par Soliman Aga, l'ambassadeur du sultan Mehmed IV, qui avait dénigré la munificence de sa réception à Versailles, que Molière mit en scène, en les ridiculisant, des personnages turcs dans sa comédie-ballet de 1670, Le bourgeois gentilhomme. La célèbre marche pour la cérémonie des Turcs de Lully, à la fin de laquelle Jourdain sera intronisé Mamamouchi, est caractérisée par l'utilisation de percussions et de sonorités prétendument orientales qui s'insèrent dans la rythmique solennelle d'une marche. Voici un extrait de la pièce donnée pour Arte en 2005 dans une mise en scène de Benjamin Lazare avec l'ensemble Le Poème harmonique sous la direction de Vincent Dumestre. De produire des musiques comportant des sonorités exotiques, comme son fameux Armide de 1686, dont le livret de Quinault procède de la Jérusalem délivrée du Tasse, dont vient de nous parler Thierry Laval-Bertrand. La mode orientale s'accentue encore avec l'apparition en 1704 de la première traduction des Mille et une nuits, et quelques décennies après Lully, en 1735, Jean-Philippe Rameau présente l'opéra-ballet Les Indes galantes, inspiré par le spectacle donné au théâtre italien de deux Indiens de Louisiane dansant au son de leurs instruments. Mais même si le livret des Indes galantes mentionne des Turcs, des Persans et des Sauvages, et même s'il évoque les nations françaises, italiennes, espagnoles et polonaises, la musique de Rameau, pour géniale qu'elle soit, reste parfaitement homogène tout au long de l'œuvre et exempte de toute couleur locale. Rameau ignorait en effet ce qu'était vraiment la musique de ces contrées. Voici un court passage emblématique des Indes galantes, un fameux extrait des Sauvages, dans l'interprétation de William Christie et des Arts florissants, et une chorégraphie de Blancani. Je vous l'ai déjà présentée lors d'une précédente conférence, mais je ne résiste pas à vous la représenter tellement elle est belle. À la fin du XVIIIe siècle, alors que le Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre rencontre un immense succès dans un pays encore bercé d'accent rousseauiste, le compositeur Boieldieu présente en 1800 son Calife de Bagdad, turquerie à la française, influencé par les musiques militaires de janissaires turcs alors en vogue en Europe. Gluck, dans son Cadi Dupé, et surtout Mozart, avec Zaïd, l'enlèvement au sérail et la marche turque, s'étaient déjà largement inspirés de ces musiques dans leur composition dite à la turca. Voici un extrait de l'ouverture du Calife de Bagdad par l'orchestre de l'ORTF sous la direction de Louis Forestier. Et vous remarquerez la facture très classique de cette musique qui n'a rien d'orientalisant. Il apparaît donc avec ces trois exemples de Lully, de Rameau et de Boieldieu qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, une période musicale baroque et classique, l'exotisme musical procède de la pure imagination des compositeurs et la sensation de dépaysement est en fait obtenue par les décors et les costumes qui accompagnent ces musiques. En cette époque où les voyages lointains sont rares et difficiles, il n'y a pas de vérité ethnologique dans ces musiques et quelle que soit leur valeur intrinsèque, elles constituent souvent une simple évocation, voire même une véritable invention des sonorités des pays qu'elles sont censées décrire.
Le XIXe siècle et sa grande période romantique vont jeter un regard différent sur le voyage, alors même que les déplacements sont devenus plus faciles et que la quête de dépaysement est de plus en plus aisée à assouvir. Notons qu'en France, le fantasme exotique s'est tourné presque exclusivement vers l'Orient, perçu dans une acception très large qui le faisait débuter à peine atteinte l'autre rive de la Méditerranée. La campagne d'Égypte de Bonaparte avait ramené l'Orient à la mode, et à cet engouement s'ajoutera par la suite l'émotion suscitée par la guerre d'indépendance grecque contre l'Empire ottoman, émotion représentée par exemple dans les peintures de Delacroix. Victor Hugo pourra ainsi écrire dans sa préface des Orientales « L'Orient, soit comme une image, soit comme pensée, est devenu pour les intelligences autant que pour les imaginations une préoccupation générale. Ces pensées se sont trouvées hébraïques, turques, grecques, persanes, arabes, espagnoles même, car l'Espagne, c'est encore l'Orient. » Le goût orientaliste du XIXe siècle, à l'opposé des turqueries bouffonnes des siècles précédents, traduit une volonté d'authenticité dans la description de l'Orient. Il repose toutefois en grande partie sur un double fantasme. Le premier relève de la sensualité et concerne l'imaginaire du harem et l'évocation d'odalisques dévêtus alanguis dans les vapeurs mystérieuses des bains turcs. Le deuxième fantasme est lui d'ordre géographique, lié au pittoresque des paysages orientaux, à leur lumière, à leur couleur et surtout à l'immensité des grands espaces désertiques. C'est Félicien David, compositeur français alors célèbre, qui représente le mieux la volonté de traduire en musique la passion française pour l'Orient, cet orientalisme qui a traversé tout le XIXe et la majeure partie du XXe siècle. David participe au voyage en Orient du Père Enfantin et des Saint-Simoniens, dont il fait partie. Il compose en 1844 son grand succès, une ode symphonie nommée Le Désert, qui décrit en plusieurs tableaux les paysages sonores rencontrés par une caravane traversant le Sahara. Il s'agit d'une évocation fidèle de la musique orientale, dont les mélodies sont retranscrites avec des rythmes au tempo lent, typiquement oriental, et l'utilisation de l'ostinato. Par la suite, les procédés harmoniques et mélodiques de David seront systématiquement repris par les compositeurs chaque fois qu'ils devront évoquer des contrées orientales. Voici un extrait du Désert de Félicien David qui comporte le fameux chant du muezzin. L'enregistrement est de 1989, c'est l'orchestre symphonique de la radio de Berlin sous la direction de Guido Maria Guida. Et le ténor que vous entendez en train de dire Allah Akbar est Bruno Lazzaretti. À la même époque, quelques années après la prise d'Alger et la conquête et la colonisation de l'Algérie par les Français, dont l'intérêt pour l'Orient ne cessait de croître, le Marseillais Ernest Reyer compose en 1850, après un long séjour en Algérie, le Selam, ode symphonique orientale en 5 tableaux, sur un livret de Théophile Gautier, œuvre qui obtint alors un très grand succès. L'orientalisme musical du XIXe siècle avait trouvé ses prophètes en Félicien David et Ernest Reyer, et ils influenceront les œuvres des compositeurs post-romantiques comme Georges Bizet ou Camille Saint-Saëns. La deuxième moitié du XIXe siècle allait en effet exacerber l'attrait français pour l'Orient en raison du développement du colonialisme, en particulier en Afrique et dans la péninsule indo-chinoise, et de la tenue d'expositions universelles et d'expositions coloniales qui mettent en scène avec réalisme les paysages des contrées orientales et les mœurs de leurs habitants. Voici un extrait de ce Selam d'Ernest Reyer, la marche des pèlerins, où est imploré Allah, comme dans le désert de Félicien David, toujours interprété par l'orchestre symphonique de la radio de Berlin. Camille Saint-Saëns. Il avait séjourné plusieurs fois en Tunisie, en Algérie et en Égypte, et il rapporta de Luxor son concerto numéro 5, l'Égyptien, concerto pour piano, mêlant un langage musical occidental à des emprunts à la musique locale. Saint-Saëns écrivit d'ailleurs que l'andante de son concerto était une façon de voyager en Orient. Voici un extrait de cette andante qui est magnifique
interprété par le Royal Symphony Orchestra de Londres sous la direction de Charles Dutoit. Le pianiste est Pascal Roger, et le thème est celui d'une mélodie d'amour nubienne que Saint-Saëns avait entendue sur le Nil, chantée par le batelier de sa felouque. La deuxième moitié du XIXe siècle devait aussi voir éclore en France un exotisme un peu particulier qui est l'hispanisme musical, dans la continuité d'un hispanisme littéraire thème prolifique, thème de nombreux récits de voyage comme ceux de Théophile Gautier. Il s'explique aussi par la curiosité pour l'Espagne que suscitèrent les longs séjours en France de guitariste Fernando Sor, puis du violoniste Pablo de Sarrazat et plus tard du pianiste Ricardo Viñes. Cet hispanisme atteint un sommet avec Georges Bizet, dont la source d'inspiration est le particularisme musical ibérique, ses rythmes et ses instruments. Bizet déclarera vouloir méditerraniser la musique et il incorporera dans sa Carmen seguedilles, fandango et habaneras. Il avait aussi donné dans l'adagio de sa il avait d'abord donné dans son opéra Les Pêcheurs de Perles, situé sur l'île de Ceylan, puis dans sa Djamilé, qui se passe au Caire, et il avait surtout donné, étant très jeune, à l'âge de 16 ans, il avait composé sa symphonie numéro 1 qui a été redécouverte très longtemps après sa mort et qui vient d'être donnée tout récemment à l'Opéra de Montpellier. Une remarquable mélodie orientalisante qui est interprétée par un hautbois solo, et je ne résiste pas à vous en faire écouter un petit extrait par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. De nombreux compositeurs seront comme Bizet inspirés par l'Espagne, Saint-Saëns et son Rondo Capriccioso, Édouard Lalo et sa symphonie espagnole, Massenet et ses opéras espagnols comme Le Cid ou Don Quichotte, et Chabrier avec sa Espagne et sa Habanera. À la fin du XIXe siècle, d'autres compositeurs post-romantiques français participent encore de la mode exotique. César Franck et ses Djinns, poème symphonique inspiré du poème éponyme des Orientales d'Hugo, son élève Duparc, qui met en musique l'Invitation au voyage de Baudelaire, Léo Delibes qui place en Inde sa célèbre Lakmé, tandis que Vincent d'Indy revient à un exotisme régional dans sa symphonie Cévenol et dans son opéra Ferval, qu'on vient de donner avec un grand succès au dernier festival de Radio France. Survient alors l'avant-gardiste Claude Debussy, qui s'il n'a pas spécifiquement écrit dans la veine orientaliste, a composé dans son œuvre symphonique impressionniste La Mer, une ode géniale au dépaysement, à l'appel du grand large, et au dialogue mystérieux et inquiétant du vent et des flots. En voici un court extrait par l'Orchestre symphonique de la radio de Berlin sous la direction d'Herbert von Karajan. Contemporain de Debussy et impressionniste aussi, Maurice Ravel manifesta dans toute son œuvre son goût pour l'exotisme et les sonorités tant hispaniques qu'orientales. Il écrit en 1888 pour un futur opéra Scheherazade, ouverture de féerie, inspiré des Mille et une nuits et du succès éponyme de Rimsky-Korsakov. Il reprendra sa partition en 1903 pour mettre en musique 3 poèmes de Tristan Klingsor, réunis sous le même titre, Scheherazade. Vous allez entendre un extrait d'Asie, le premier des 3 poèmes de la Scheherazade de Ravel, dans un enregistrement de 1962. L'orchestre du Conservatoire de Paris est placé sous la direction de Georges Prêtre, et c'est la grande soprano espagnole Victoria de Los Angeles qui prête sa voix au poème de Klingsor. Vous remarquerez sa diction exceptionnelle. À l'orée du XXe siècle, la mode de l'orientalisme musical persiste encore, mais son expression va changer de forme. La généralisation des voyages,
Les moyens de transport plus nombreux, plus commodes et rapides permettent désormais une connaissance exacte des contrées orientales les plus éloignées. Une exigence de vérité et de respect de l'original bouscule les retranscriptions des siècles précédents. Les œuvres dont la seule caractéristique était un exotisme exclusif sont condamnées en raison même de leur faiblesse. Le musicologue Jean-Pierre Bartoli a pu ainsi écrire « Si les œuvres de Mozart et de Debussy subsistent, ce n'est pas à cause de leur exotisme, qui se révèle inexact, mais pour leur intérêt musical d'un point de vue européen. » Nombreux seront au XXe siècle les compositeurs qui s'intéressent aux formes musicales d'autres cultures pour les intégrer dans leurs œuvres sans chercher un simple effet de dépaysement. Ainsi, la culture musicale orientale apporte aux jeunes compositeurs français des matériaux originaux permettant de renouveler leur expression. L'Orient n'est plus objet, mais acteur de la création musicale. André Messager emprunte à un chant birman pour sa comédie musicale L'Amour masqué. Maurice Emmanuel explore les modes hindous. Lily Boulanger emprunte à une mélodie asiatique dans sa vieille prière bouddhique. Et André Jolivet utilise dans son concerto pour piano des éléments de la musique dite tropicale d'Afrique, d'Extrême-Orient et d'Asie. Pour terminer, vont retenir notre attention deux compositeurs contemporains influencés par les musiques orientales écoutées au cours de leur voyage. Tout d'abord, Jacques Ibert, influencé par la musique arabe, qui dirigea longtemps la Villa Médicis de Rome. En 1922, au retour d'une croisière en Méditerranée, il compose le célèbre Escale, une suite symphonique en 3 mouvements, Rome-Palerme, Tunis-Nefta et Valencia. Petite indiscrétion, cette suite sera vraisemblablement donnée lors du prochain Festival de Radio France en 2020. Nous allons entendre un extrait du deuxième mouvement, Tunis-Nefta, où figure une mélodie de hautbois qui reproduit celle entendue par Ibert au cours d'une excursion dans le désert de Tunisie. C'est le Boston Symphony Orchestra sous la direction de Charles Munch et c'est Ralph Gomberg qui est le hautbois solo. L'enregistrement est de 1956. Ensuite, Olivier Messiaen, dont l'œuvre avait déjà été influencée par la musique indienne. Séjournant au Japon, dont les paysages et le chant des oiseaux le fascinent, il écrit au retour 7 haïkai sur le modèle des poésies haïku et de leur concision. Voici l'haïkai numéro 5, Miyajima et le Torii, interprété par l'ensemble intercontemporain placé sous la direction de Pierre Boulez, et c'est la pianiste Yvonne Loriot qui est la deuxième femme de Messiaen qui est au piano. L'enregistrement au Théâtre des Champs-Élysées date de 1988. Musique et voyage sont complémentaires et procèdent d'une même volonté de fuite qu'on pourrait qualifier de fuite positive. La quête de sonorité venue d'un ailleurs lointain et différent, qu'elle relève de l'imaginaire ou d'un voyage bien réel, est donc à la source de ce qu'il est convenu de nommer l'exotisme musical, et ce dernier a tenu jusqu'à aujourd'hui une large place dans la passion orientaliste française. Musique d'un voyage intérieur, ou musique d'un voyage réellement accompli, musique imaginée ou musique retranscrite, elles ont constitué pour les compositeurs un sujet permanent d'inspiration et ont donné à la composition française plusieurs chefs-d'œuvre éternels. Les moyens modernes d'enregistrement et de reproduction sonore ont remplacé les difficiles retranscriptions musicales seules possibles par le passé et ont permis aux ethnomusicologues de recueillir tous les particularismes musicaux et de diffuser largement les pratiques musicales traditionnelles propres à chaque continent, à chaque pays, à chaque région. L'avenir de la création musicale repose désormais sur cette connaissance universelle qui donne aux créateurs contemporains la possibilité de s'essayer à une multitude de sonorités et de techniques de composition différentes et d'imaginer ainsi la musique du futur, celle qui pourrait constituer un nouvel exotisme. Mais la notion même d'exotisme, au sens où nous l'avons connue jusqu'à aujourd'hui, est en train de disparaître à l'heure du tourisme de masse au sein du village mondial, et à mesure que progresse à l'échelle planétaire un modèle sonore dominant d'origine anglo-saxonne qui gomme rapidement tous les particularismes musicaux. Il nous reste donc à espérer qu'à l'avenir, la mondialisation et l'uniformisation culturelle qui l'accompagne donneront encore aux créateurs la possibilité de composer des chefs-d'œuvre équivalents à ceux produits jusqu'ici par l'exotisme musical. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier, pour cette magnifique représentation artistique dont tu es maintenant un artiste coutumier de l'Académie.
Donc, à chacune de ces conférences sont toujours illustrées par ces magnifiques morceaux de musique. C'est un artiste. À condition que